Une photo prise à la lumière sèche du Sahel fiche des visages résolus, rien qu'une image. Et pourtant, un monde d'ateliers, de marchés, de comptes justes s'y tient debout, comme si l'avenir avait posé ses outils à même la poussière. À Barcelogo, au Burkina Faso, des femmes épaule contre épaule transforment la poussière rouge en promesse d'industrie. Ibrahim Traoré n'y apparaît pas, mais son empreinte s'y devine, dans l'idée qu'une souveraineté peut naître d'un salaire stable et d'une chaîne d'approvisionnement locale. Alors, que devient une nation quand sa révolution commence par un portrait silencieux et que ce silence travaille plus fort qu'un discours? Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a tenté un pari méthodique, faire de la dignité un moteur mesurable. En 2025, le Fonds pour les activités génératrices de revenus des femmes, le FARF, a émergé non comme une banque, ni comme une charité, mais comme une architecture d'autonomie. Le risque était clair. Pouvait-on reconstruire une économie depuis les marchés, les foyers, les ateliers improvisés, là où 8 personnes sur 10 occupaient des emplois vulnérables? La promesse tenait en 10 mots. Quand les femmes s'élèvent, la nation s'élève avec elles. Le dispositif rencontrait les porteuses de projets là où elles vivaient, évaluait l'impact social autant que le profit, puis acheminait les fonds par mobile money avec une traçabilité numérique. Objectif avoué, substituer la dépendance par la propriété et l'informel par la comptabilité simple. Pour Traoré, la souveraineté n'était pas un slogan, c'était la capacité pour des milliers d'entrepreneuses d'acheter, transformer, vendre et payer des impôts réguliers. Si l'équation réussit, alors le pays gagne en stabilité. Si elle échoue, la crédibilité d'ensemble bascule. Où placeriez-vous ce pari aujourd'hui? En un an, plus de 50 000 femmes ont obtenu un financement. 13 milliards de francs CFA injectés dans les marchés ruraux et un taux de remboursement de 95%. La statistique brute suffisait à créer la stupeur. Rarement le Burkina Faso avait vu une telle précision économique naître d'un projet social. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le FARF s'imposa comme un laboratoire de souveraineté appliquée. Là où l'aide internationale conditionnait ses dons, le fonds local plaçait la confiance en première ligne. Les agentes FARF se déplaçaient jusque dans les villages, les camps, les marchés. Elles rencontrèrent les femmes là où la vie se gagnait à la main. Aucune paperasse, aucune garantie. Un téléphone, une vision, un engagement. Le système reposait sur une logique inversée. Évaluer l'impact social avant le profit. Un moulin collectif, une savonnerie, un atelier de conditionnement, chaque projet reflétait un micro-réseau d'autonomie. Grâce au numérique, les transferts étaient suivis, vérifiés, archivés. Chaque transaction devenait une trace de dignité. Les résultats prirent de court les observateurs internationaux. Dans la région des Cascades, des femmes déplacées rouvrirent des fabriques de savon. À Wahigouya, d'autres transformèrent les noix de karité en beurre exportable. À Barcelogo, celles de la photo initiale firent tourner une installation semi-industrielle employant leurs voisines. Mais derrière les chiffres, la véritable révolution se mesurait autrement. Dans le regard des filles observant leur mère signer un contrat, dans la main calleuse qui manipule désormais un smartphone. Pour Ibrahim Traoré, cette dignité incarnait la première étape d'un modèle africain d'indépendance. Si les femmes contrôlaient la production, alors la nation contrôlerait son destin. Ainsi, le FARF n'était pas seulement un outil économique, il devenait un miroir social, révélant que la souveraineté pouvait se lire dans le carnet de comptes d'une coopérative autant que dans les discours d'un président. Le visage d'Aïssata, l'une des premières bénéficiaires du FARF, incarne cette transition. Agricultrice depuis 20 ans, elle cultivait le mil sans jamais pouvoir le vendre à un prix stable. Avec le soutien de l'équipe locale, elle a fondé une petite unité de tri et de conditionnement à Barcelogo. En 6 mois, ses revenus ont doublé et surtout, elle a embauché 4 autres femmes. Ce n'était pas un miracle, mais une méthode. Chaque projet soutenu par le FARF devait produire à la fois du revenu et un effet social mesurable. Salaire, formation, circulation locale des profits. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette approche fit école. Dans la région des Cascades, des femmes déplacées relancèrent des savonneries traditionnelles en y ajoutant une touche de modernité. Emballage recyclable, marqué local. À Wahigouya, d'anciennes productrices de karité signèrent leur premier contrat d'exportation. Les coopératives se mirent à tenir des registres, à établir des budgets mensuels.
Ce n'était pas de la bureaucratie, c'était une conquête du contrôle. Les observateurs étrangers, surpris, parlaient de révolution silencieuse. Mais à écouter les rires dans les ateliers, rien n'avait de silencieux. Ce que le monde appelait empowerment, elle le nommait simplement travail bien fait. Et pour Ibrahim Traoré, ce réalisme valait tous les manifestes. L'indépendance se mesure au moment où une femme choisit de réinvestir plutôt que d'attendre une aide. Ainsi commençait le vrai test, transformer la survie en croissance et la croissance en souveraineté. Le tournant arriva à la fin de 2025. Dans les plaines poussiéreuses du Sahel, les premières usines Farf ouvrirent leurs portes. À Barcelogo, des femmes coupèrent le ruban devant une foule silencieuse. Puis les applaudissements éclatèrent, longs, vibrants, pareils à un tonnerre d'émancipation. Ce jour-là, l'histoire du Burkina Faso bascula. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'économie ne se racontait plus par les chiffres du PIB, mais par les ateliers qui se remplissaient. À la lueur des lampes solaires, les moulins tournaient tard dans la nuit. Les villages, jadis plongés dans le silence, bourdonnaient d'activité. Ce n'était pas seulement de la production, c'était un rythme social nouveau. Des milliers de femmes signaient des contrats d'approvisionnement, tenaient des livres de comptes, apprenaient à calculer les marges. Pour la première fois, les revenus étaient traçables, réguliers, vérifiables. Les coopératives Farf se multiplièrent. Dans la région des Cascades, le savon local gagna les marchés urbains. À l'ouest, un réseau de beurre de karité reliait 800 femmes en une alliance inédite. Les acheteurs internationaux commencèrent à frapper à la porte, séduits par la rigueur des audits. Et partout, un même mot revenait: confiance. Les médias africains nommèrent le phénomène la révolution des femmes productrices. En Occident, la curiosité se mêlait au scepticisme. Certains parlaient de étatisme genré, d'autres d'un modèle populiste. Mais les chiffres, eux, coupaient court au doute. 95% de remboursement, plus de 21 millions de dollars circulant sans défaut. Les analystes de la Banque africaine de développement saluèrent la gestion du FAREF comme un prototype de gouvernance locale réussie. Ibrahim Traoré visita Barcelogo 2 semaines après l'inauguration. Entouré d'ouvrières en tenue de travail, il prononça une phrase devenue célèbre. « L'autonomisation des femmes n'est pas une faveur, c'est une défense nationale. » Ces mots, presque militaires, condensèrent sa vision. Le combat pour la souveraineté ne se gagne pas seulement sur un champ de bataille, mais dans la comptabilité d'une petite usine. Rapidement, l'onde se propagea. Au Mali, au Niger, au Ghana, des délégations vinrent observer le modèle. Les rapports soulignaient la simplicité du système. Fonds mobiles, suivi numérique, validation communautaire. Nul besoin de Silicon Valley. La technologie suffisait à garantir la transparence. Pour la première fois, l'innovation africaine n'avait pas de tuteur étranger. Dans les marchés, les conversations changeaient de ton. Les hommes, d'abord surpris, commençaient à participer, transporter, réparer, négocier. Le FARF n'avait pas opposé les sexes. Il avait réorganisé la coopération. Dans les foyers, la pauvreté reculait. Dans les écoles, les mères payaient les frais sans attendre la saison des pluies, et la fierté collective remplaçait la résignation. Ainsi s'achevait la première phase, celle de la preuve. La suivante s'annonçait plus complexe, transformer la réussite locale en modèle national. Et la question revenait insistante. Combien de temps le Burkina Faso pourrait-il préserver cette autonomie face aux pressions extérieures ? Au départ, le FARF n'était qu'un fonds pilote doté de 13 milliards de francs CFA. 2 ans plus tard, il en mobilisait 41. Le delta, 3 fois la mise initiale, traduisait un basculement structurel. Le Burkina Faso ne dépendait plus d'institutions étrangères pour financer sa croissance inclusive. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les chiffres racontaient une stratégie, pas une exception. Tout d'abord, il faut évoquer l'emploi féminin formel. L'emploi féminin formel. En 2025, à peine 12% des femmes travaillaient dans un cadre contractuel. Fin 2026, la proportion atteignait 27%. Chaque point gagné représentait environ 40 000 emplois réguliers, assortis de salaires et de cotisations sociales. Le ministère de l'économie parla d'un effet d'industrialisation par capillarité. Ensuite, vient un autre indicateur important, la productivité rurale. Dans les zones couvertes par le FARF, la valeur ajoutée par femme active passa de 410 à 870 $ par an,
Ce doublement ne provenait pas d'une aide externe, mais d'un meilleur accès à la transformation locale. Moulins, séchoirs, emballages, financés par les micro-investissements du programme. Chaque coopérative fonctionnait comme un micropôle industriel. Ensuite vient un autre indicateur important, la stabilité financière communautaire. Le taux de remboursement de 95% surpris jusqu'aux banques commerciales. Mais surtout, 62% des bénéficiaires réinvestissaient leurs profits dans des activités complémentaires. Transport, stockage, commerce. Autrement dit, le FARF ne prêtait pas seulement de l'argent, il déclenchait un cycle d'expansion. Ces données, consolidées par un système numérique développé à Ouagadougou, furent présentées lors du forum régional de l'ECOWAS en 2026. Le rapport montrait que les zones au FAR-F connaissaient une réduction de 22% de l'exode rural et une hausse de 18% de la scolarisation des filles. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas de la philanthropie, mais une politique publique à rendement mesurable. L'émancipation n'est durable que lorsqu'elle se chiffre. Les observateurs internationaux y virent un paradoxe africain, une nation à faible revenu bâtissant un modèle d'efficacité sociale sans subvention extérieure massive. À Bruxelles, un analyste du FMI nota que le Burkina Faso, en internalisant la logique du capital patiente, inverse le rapport nord-sud. À Washington, le Center for African Futures souligna que la traçabilité numérique du FAR-F égalait celle de programmes européens. Sur le terrain, les chiffres prenaient cher. À Gawa, 300 femmes géraient un réseau de coopératives de beurre de karité, générant 1,2 milliard de francs CFA en chiffre d'affaires. À Dédougou, les unités de conditionnement céréalier passaient de 2 à 11 en un an. Chaque atelier payait des impôts locaux, finançant des écoles et des dispensaires. Le cercle vertueux se fermait. Transparence, rentabilité, souveraineté. Les résultats s'étaient clairs, mais la question demeurait. Le modèle FARF pouvait-il résister à la tentation de l'influence extérieure ? Car plus les chiffres montaient, plus les regards du monde se tournaient vers Ouagadougou. Récits s'affrontaient, l'un venu de l'extérieur, l'autre né du sol. Les institutions occidentales saluaient les chiffres, mais s'inquiétaient du rôle central de l'État. Était-ce une économie libérée ou une planification déguisée ? Les analystes craignaient que le modèle du FARF, en concentrant les fonds publics autour des coopératives féminines, étouffe l'initiative privée. Une utopie dirigiste, écrivait un rapport européen. Sur place, les résultats démentaient la théorie. Les femmes, loin d'être dépendantes du pouvoir central, gagnaient une autonomie économique inédite. Les crédits n'étaient pas dictés par le gouvernement, mais par des agents locaux élus par les communautés. Chaque financement passait par un comité mixte où les associations civiles validaient les projets avant transfert. Le contrôle n'était pas vertical, il était social. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ce mécanisme devenait une leçon de gouvernance inversée. Moins de technocratie, plus de co-responsabilité. Les audits indépendants, réalisés par 3 universités africaines, confirmèrent la solidité du modèle. Le FARF n'était pas une dépendance étatique, c'était une architecture civique où l'État jouait le rôle de garant, non de patron. Pourtant, les critiques persistaient. Certains observateurs étrangers parlaient de féminisme d'État, d'autres de nationalisme économique travesti. Mais cette lecture oubliait la réalité du terrain. Les femmes payaient leurs impôts, formaient leurs apprentis, signaient leurs contrats à l'international. Le capitalisme qu'elles inventaient n'était ni libéral ni socialiste. Il était local. Dans un entretien accordé à la Tribune du Sahel, Ibrahim Traoré résuma l'enjeu en une phrase. Ce n'est pas une question d'idéologie, mais de propriété. Propriété des moyens, des marges, du destin. Et c'est précisément là que se jouait la bataille intellectuelle. Prouver que la modernité africaine pouvait naître d'un atelier plutôt que d'un décret. Une armée sans uniforme avançait. C'est ainsi que Ibrahim Traoré décrivit un jour les femmes du FARF. Leur combat n'avait ni fusil ni slogan, mais des machines, des contrats, des comptes exacts. Dans les plaines du Sahel, la souveraineté s'exprimait désormais par le bruit régulier des broyeurs et des séchoirs.
Au cœur de 2026, la presse africaine baptisa cette mutation la révolution des mains nues. Chaque usine inaugurée devenait un manifeste silencieux, la preuve qu'un pays pauvre pouvait s'enrichir par sa propre volonté. Les médias étrangers hésitaient entre admiration et crainte, car derrière les sourires des ouvrières, ils voyaient une nouvelle équation du pouvoir. Ce n'était plus une histoire d'aide, mais d'indépendance économique. Pour le Burkina Faso, cette étape marquait un point de non-retour. Le modèle FARF avait cessé d'être une expérience, il était devenu un système. Et tandis que les projecteurs du monde se braquaient sur Ouagadougou, une question montait, simple et redoutable. Si ces femmes pouvaient bâtir des industries de la poussière, qu'est-ce qui empêchait le reste du monde d'en faire autant ? Les effets du FARF dépassèrent rapidement les chiffres. Dans les campagnes, la texture même du quotidien changeait. Les femmes n'étaient plus des bénéficiaires, elles devenaient des actrices économiques. Le marché de Barcelogo, jadis saturé d'importations, s'emplissait de produits locaux, savon, farine, beurre de karité, huile, tissus. Les revenus circulaient dans les villages, les taxes nourrissaient les communes, les écoles et les dispensaires. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette dynamique prit valeur d'exemple. Le gouvernement observait, mesurait et intégrait les leçons dans la planification nationale. La souveraineté économique cessait d'être un discours pour devenir un processus chiffré. En 2026, la part du secteur féminin formel atteignit 27% du PIB secondaire contre 11% 2 ans plus tôt. Les observateurs de l'Union africaine parlèrent de industrialisation par inclusion nationale. Les recettes fiscales locales augmentèrent de 18%, les fonds réinvestis permirent la rénovation de 130 écoles et 60 centres de santé. Les districts ruraux, souvent négligés, finançaient désormais leurs propres infrastructures. Des entreprises, les coopératives du Karité, regroupées en clusters régionaux, passèrent de 12 à 48 unités de production. Les marges brutes moyennes bondirent de 55%, des contrats d'exportation furent signés avec des acheteurs français et ghanéens. Pour Ibrahim Traoré, chaque document signé par une ouvrière valait un traité de souveraineté sociale. Les foyers dirigés par des femmes affichaient une réduction de 30% de la pauvreté extrême. Les mères payaient les frais de scolarité avant la récolte. Les filles, autrefois promises au mariage précoce, prolongeaient leur scolarité. Et générations d'adolescentes commençaient à rêver d'usines plutôt que d'exil régional. Les voisins du Burkina Faso, Mali, Niger, Ghana dépêchèrent des délégations pour étudier le modèle. À Bamako, un programme jumeau nommé FAIR, Fonds pour l'autonomie rurale des entrepreneuses, vit le jour. L'effet d'entraînement dépassait les frontières, mais le succès attira aussi l'attention. ONG, bailleurs, investisseurs étrangers. Certains proposèrent des partenariats, d'autres exigeaient des garanties. L'équilibre devenait fragile. Comment préserver l'esprit du FARF sans en perdre le contrôle ? Le cabinet d'Ibrahim Traoré mit en garde. Nous collaborerons, mais jamais au prix de notre autonomie. Dans cette tension résidait la nouvelle bataille, plus discrète, mais tout aussi décisive. À la fin de 2026, le Burkina Faso entrait dans une zone charnière. Le succès du FARF ne faisait plus débat, mais son avenir se jouait sur 3 trajectoires possibles. Chaque scénario discuté par les économistes proches d'Ibrahim Traoré dessinait une carte différente de la souveraineté, de base. Le FARF poursuit sa croissance à rythme stable, étendant ses programmes à l'ensemble des provinces. Les fonds régionaux se fédèrent sous une direction unique à Ouagadougou. Les indicateurs restent solides. Remboursement à 84%, création de 25 000 emplois supplémentaires. Ce scénario garantit la stabilité, mais limite l'innovation. La souveraineté progresse sans encore bouleverser la structure économique nationale. Optimistes, les partenariats africains se consolident. Le Ghana, le Mali et le Niger adoptent des programmes jumeaux, interconnectés par une plateforme commune de traçabilité numérique. Les clusters féminins deviennent des pôles exportateurs régionaux. Les recettes extérieures triplant, l'exode rural recule et le Burkina Faso s'impose comme référence continentale.
Ibrahim Traoré y voit le socle d'une diplomatie économique africaine. L'union des nations par la production locale. Mais ce scénario exige discipline et transparence absolue. La moindre faille pourrait en briser l'élan, pessimiste. Sous la pression internationale, des crédits extérieurs affluent, les procédures se complexifient, la gestion se politise, les bénéficiaires s'éloignent, le modèle perd son ancrage communautaire, les taux de remboursement chutent et les bailleurs reprennent la main. Ce scénario, redouté par Ouagadougou, réduirait la souveraineté à un souvenir de laboratoire. Entre ces trois chemins, Ibrahim Traoré privilégie une voie médiane, collaborer sans céder, croître sans se dissoudre. Sa formule, répétée dans les réunions ministérielles, résume la philosophie du moment. Si l'autonomie s'achète, elle n'existe plus. Et pour les femmes du FARF, l'enjeu est clair, continuer à bâtir, à produire, à transmettre, sans laisser d'autres écrire l'histoire commencée à Barcelogo. L'indépendance, ici, ne se déclare pas, elle se renouvelle chaque jour dans les ateliers. Le vrai pouvoir du FARF ne se mesure pas qu'en chiffres, il se ressent. Dans les villages du Sahel, les sons familiers ont changé. Là où régnait le silence des soirées sans lumière, on entend maintenant le ronron des moteurs, les voix qui comptent, les rires qui débattent des prix. Cette symphonie du travail est devenue la bande-son d'un pays qui se redresse. Pour Ibrahim Traoré, cette énergie populaire incarne la plus haute forme de politique, celle qui se voit dans les gestes simples. Une mère qui dépose son fils à l'école avant d'ouvrir son atelier, une adolescente qui rêve d'être ingénieure plutôt qu'épouse précoce, un village entier qui reste soudé pendant la saison sèche parce que les emplois ne disparaissent plus. Les observateurs étrangers y voient un phénomène économique. Les Burkinabés, eux, y reconnaissent une renaissance sociale. Les femmes ne demandent plus de place à la table du pouvoir, elles en fabriquent une. Chaque savon vendu, chaque grain empaqueté, chaque contrat signé devient un acte de citoyenneté. C'est une démocratie industrielle qui se construit pas à pas, et où la confiance circule mieux que les décrets. À ceux qui doutaient encore de la portée du mouvement, Ibrahim Traoré répondait souvent « Une révolution n'a pas besoin de tambour pour être entendue ». En effet, le message du FARF se propage sans cri, porté par le murmure constant d'un peuple au travail. Pour le spectateur étranger, ce n'est peut-être qu'une success story africaine. Pour le Burkina Faso, c'est une leçon adressée au monde. La stabilité n'est pas un don, mais une œuvre collective. L'étape suivante du FARF se dessinait dès 2027. Transformer un programme national en un écosystème durable. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, 5 axes furent établis, simples et mesurables. Institutionnaliser le modèle. Les fonds régionaux deviennent des agences publiques autonomes chargées de la gestion locale et de la formation. Chaque région doit disposer d'un centre FARF avant la fin de l'année. Consolider les infrastructures. Les routes secondaires reliant les zones agricoles au marché sont prioritaires. L'État investit dans les mini-réseaux solaires pour alimenter les ateliers, renforcer les capacités. Des partenariats sont conclus avec les universités pour former les futurs ingénieurs en agro-industrie et comptabilité numérique. Le savoir devient une ressource stratégique. Digitaliser le suivi. Toutes les coopératives sont connectées à une plateforme centralisée. Les transactions, impôts et audits sont visibles en temps réel. La transparence devient la garantie de la souveraineté. Ouvrir les marchés. Et politique d'exportation solidaire est mise en œuvre vers les pays du Sahel. Les clusters féminins s'unissent pour négocier directement avec les acheteurs internationaux. Pour Ibrahim Traoré, cette feuille de route est la dernière frontière, celle où l'autonomie cesse d'être un projet et devient une culture. Le FARF ne sera pas un monument du passé, mais une méthode transmissible. Si nous mesurons, nous durerons, disait-il, rappelant que la souveraineté se compte autant en données qu'en conviction. Et pendant que les plans s'affinaient à Ouagadougou, les ateliers de Barcelogo continuaient à tourner. Preuve vivante qu'une idée bien ancrée n'a pas besoin d'ordre pour avancer. À Barcelogo, là où tout avait commencé, Aïssata se tenait de nouveau devant son usine. Le même foulard coloré, les mêmes mains marquées, mais un regard différent, celui d'une femme qui sait ce qu'elle a bâti. Derrière elle, le vacarme des machines couvrait désormais le souvenir du silence d'autrefois. Ce n'était plus seulement un atelier, c'était un symbole.
Pour Ibrahim Traoré, cette image résumait tout le voyage. Une photographie devenue manifeste, un lieu devenu message. Il n'y voyait pas une réussite individuelle, mais la preuve tangible qu'une idée partagée peut transformer un pays. Les chiffres valident, mais ce sont les visages qui convainquent. L'histoire du Farf ne s'achève pas ici. Elle continue à chaque contrat signé, chaque fille qui ose étudier, chaque famille qui reste sur ses terres. Ce que le monde appelait développement, le Burkina Faso l'appelle dignité. Et dans le regard d'Aïssata, le futur a déjà commencé. Un pays renaît toujours du point où une femme décide qu'elle ne reculera plus. Alors que le soleil se couche sur les plaines rouges du Burkina Faso, une question flotte dans l'air. Et si cette révolution silencieuse, née dans les ateliers du Farf, contenait la clé d'un nouvel âge africain? Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le pays a prouvé qu'une souveraineté économique pouvait se bâtir sans armes, sans slogan, sans tutelle. Mais cette leçon n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Elle parle à chaque nation, chaque communauté, chaque spectateur. Car ce qui commence par un simple geste, produire, enseigner, réinvestir, peut redessiner le monde. Le modèle Farf n'est pas un miracle. C'est une méthode, un langage de courage et de constance. Et s'il a germé ici, il peut fleurir ailleurs. Alors, toi qui écoutes ou lis ces lignes, demande-toi, qu'as-tu entre les mains qui puisse construire plutôt qu'attendre? Car parfois, la plus grande révolution naît d'un outil ordinaire et d'une foi extraordinaire. Le Burkina Faso a trouvé sa voie. Et peut-être, à travers l'exemple de ces femmes, le monde trouvera la sienne.